Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Fiorenza Baracco, je travaille à Lyon au service d'hématologie adulte. Je remercie l'organisation et l'association HPN Aplasie de m'avoir invitée. C'est très impressionné par votre nombre. Je remercie Régis et Flore également, et tous les patients qui ont fait le déplacement, et qui habitent dans la région parisienne, les patients qui ont fait le déplacement de Lyon, et ceux qui ne l'ont pas fait aussi d'ailleurs, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Alors, avant de parler du traitement de l'aplasie médulaire, j'aimerais vous dire que là aussi, l'aplasie médulaire, c'est une pathologie qu'on traite quand elle est grave, qu'on peut ne pas traiter quand elle n'est pas grave, et que donc le spectre, disons, de la pathologie est très hétérogène. L'aplasie médulaire peut être associée à une hémoglobinurie paroxystique nocturne, et l'aplasie médulaire peut prendre, dans ce contexte-là, toute la place. C'est-à-dire qu'on peut ne voir que l'aplasie médulaire, ou bien elle peut être associée avec une hémoglobinurie paroxystique nocturne, avec un clone plus ou moins important. Donc, on va discuter aujourd'hui, maintenant, c'est du traitement de la partie aplasie. Le traitement de la partie hémoglobinurie a déjà été vu. Alors, l'insuffisance médulaire, c'est quelque chose de très large. On peut parler d'insuffisance médulaire par toxicité, par exemple, médicamenteuse ou autre. Il y a des insuffisances médulaires qui sont définies comme des insuffisances médulaires idiopathiques. L'aplasie médulaire idiopathique est une pathologie auto-immune. C'est une agression de la moelle osseuse par des lymphocytes, qui sont des cellules qui ont une capacité immunitaire normalement dans la reconnaissance des bactéries, des virus, de tout ce qui peut être dommageable pour notre organisme, et qui là, cette immunité se retourne contre les cellules de l'organisme où elles habitent. Donc il y a énormément de pathologies auto-immunes. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler du lupus, par exemple. C'est une pathologie auto-immune également. Et l'aplasie médulaire est une pathologie auto-immune. Le traitement de l'aplasie médulaire est surtout centré sur le traitement immunosuppresseur. Alors, déjà, le diagnostic d'aplasie médulaire, comment on le fait? On le fait avec... souvent, les patients arrivent à la consultation d'hématologie adressés par leur médecin traitant, adressés par les urgences, parce que ce sont des patients qui ont une anémie, donc un taux d'hémoglobine qui est diminué, qui peuvent avoir une thrombopénie, donc un taux de plaquettes qui est diminué, et qui peuvent avoir une leucopénie, c'est-à-dire un taux de globules blancs qui est diminué. Ce sont ces trois choses, ou deux de ces trois choses, qui peuvent porter au diagnostic d'aplasie médulaire. Ça ne suffit pas, bien entendu, il faut aller regarder dans la moelle si la moelle est riche, pauvre, s'il y a de la fibrose dedans, etc. Le diagnostic d'aplasie médulaire est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être sûr qu'il ne s'agit pas d'une autre pathologie, d'une myélodysplasie par exemple, ou bien d'une leucémie aiguë, ou bien d'une fibrose médulaire. Et donc c'est un diagnostic d'exclusion. C'est la raison pour laquelle tous les patients qui ont une aplasie médulaire, ou chez qui on suspecte une aplasie médulaire, ont bénéficié, entre guillemets, d'une biopsie ostéomédulaire. Je pense que c'est un souvenir qui peut ne pas être très agréable pour tout le monde. Les critères pour définir l'aplasie médulaire sont justement l'exclusion de toutes les autres causes d'aplasie, et puis aller définir la gravité. Si les plaquettes sont inférieures à... On a des critères qui s'appellent des critères Kamita. Si les plaquettes sont inférieures à 20 giga par litre, si les réticulocytes sont inférieurs à 20 giga par litre, si les neutrophiles sont inférieurs à 0,5 giga par litre, alors on définit que l'aplasie médulaire est sévère ou très sévère si les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs à 200 ou 0,2 giga par litre. Donc on a des critères, et ces critères vont être utiles après pour le traitement. Là, vous voyez qu'il y a une moelle, une coupe de biopsie de moelle, et cette biopsie est vide. C'est ce qu'on a
dans l'aplasie médulaire une moelle complètement vide, ou presque. On ne voit plus beaucoup de cellularité dans la moelle, et c'est vraiment typique de cette pathologie. Alors, ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important, ce n'est pas dû à l'alimentation, au stress, aux médicaments. Il n'y a pas de prédisposition génétique. Et surtout, la question qui en général est posée dès que le patient arrive et a son diagnostic, c'est « pourquoi moi ?» On ne sait pas, on ne sait pas encore, on le découvrira peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant on ne le sait pas. Alors, l'aplasie c'est facile, et je remercie beaucoup de m'avoir donné ce topo facile à faire, c'est très gentil. Alors, comment est-ce qu'on traite une aplasie médulaire ? Déjà, selon sa gravité. Il y a probablement beaucoup d'entre vous qui ont une aplasie médulaire qu'on appelle modérée, qui n'ont pas forcément besoin d'être transfusés, qui ont 40, 50 gigas de plaquettes, qui ont des polynucléaires neutrophiles qui ne les mettent pas en danger d'avoir des infections et qui ne sont pas non plus, enfin, qui ont une anémie qui est compatible avec une vie, disons, plus ou moins normale. Ces patients-là, on aurait tendance à les surveiller tout simplement, après avoir bien entendu établi un diagnostic basé sur ce que je viens de vous dire. Et puis il y a des patients qui sont sévères, les patients qui ont une aplasie médulaire sévère, c'est-à-dire qui ont au moins 2 sur 3 des critères que je viens de vous donner, sont des patients qui vont nécessiter d'un traitement. Et ce traitement est basé sur un médicament qui s'appelle, sur des médicaments qui sont des traitements immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de diminuer la pression immunitaire, ce que provoque le lymphocyte dans la moelle, c'est-à-dire qu'il va attaquer les cellules de la moelle osseuse. Le sérum antilymphocytaire et la cyclosporine après vont essayer de diminuer justement l'agressivité des lymphocytes envers notre propre moelle. Donc, on a le traitement qui est le traitement de référence pour l'aplasie médulaire est donné aussi, est un traitement selon l'âge. Si le patient a moins de 40 ans, on va essayer de chercher un donneur compatible dans sa fratrie, et on va le greffer si le donneur est parfaitement compatible. En dessous de 40 ans, l'algorithme de traitement prévoit la greffe de moelle. Si le patient a plus de 40 ans ou n'a pas de donneur compatible dans sa fratrie, on va proposer un traitement immunosuppresseur basé sur ce fameux sérum antilymphocytaire de cheval d'ailleurs, qui est fabriqué à partir de sérum de cheval, et un traitement immunosuppresseur au long cours avec de la cyclosporine, qui est un traitement que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est pris au très long cours dans cette pathologie pendant plusieurs années. Alors, je vous disais justement, pas de donneur, traitement immunosuppresseur, c'est ça que signifie IST. Si on a la chance d'avoir un donneur familial et qu'on est assez jeune pour pouvoir bénéficier d'une greffe, eh bien, on va aller à la greffe de moelle. Donc, jusqu'à présent, le traitement immunosuppresseur reste, hors patient greffé, le traitement de référence dans l'aplasie médulaire des patients qui ont une aplasie sévère ou encore des patients qui n'ont pas une aplasie définie comme sévère mais qui sont dépendants des transfusions, par exemple. Ces patients-là, on va les traiter et on va essayer de faire en sorte que le traitement puisse diminuer la dépendance transfusionnelle ou interrompre la dépendance transfusionnelle. Le traitement est un peu contraignant, c'est une hospitalisation, souvent en secteur stérile, avec une hospitalisation plus ou moins longue selon les comorbidités du patient, selon les problématiques infectieuses qui peuvent arriver pendant l'hospitalisation. Et après la sortie du patient du service, il y a un traitement avec de la cyclosporine, le fameux Néoral que beaucoup d'entre vous, j'imagine, prennent au long cours, qui permet de rendre le nouveau lymphocyte tolérant.
C'est un traitement qui marche bien, pas dans le 100% des cas par contre, à peu près dans le 80% des cas, et qui permet justement d'avoir une rémission qui peut ne pas être une rémission complète, c'est-à-dire qu'on ne revient pas forcément aux valeurs de la normale de l'hémoglobine, des plaquettes et des globules blancs, mais même si on ne revient pas aux valeurs normales, on obtient des valeurs qui sont tout à fait compatibles avec une vie normale, familiale, professionnelle, etc., dans la majeure partie des cas. Alors, tout à l'heure, on demandait s'il y avait des nouveautés dans l'aplasie médulaire. Dans le traitement de l'aplasie médulaire, il y a effectivement un nouveau médicament. C'est un médicament qui s'appelle le L-Thrombopag, qui était initialement utilisé dans une maladie qui s'appelle le purpura thrombopénique auto-immun. Et c'est un médicament qu'on a donné aux patients qui avaient des plaquettes seulement qui étaient très basses et qui avaient une immunité dirigée vers leurs plaquettes. Et on a vu que ça marchait plutôt bien. Ce traitement a été utilisé chez des patients qui étaient sévères, qui avaient déjà été traités par sérum antilymphocytaire, par cyclosporine, par traitement immunosuppresseur, et qui étaient des patients graves, qui continuaient malheureusement à être dépendants des transfusions. Et on a vu qu'il y avait une amélioration qui était peut-être inattendue des 3 lignées hématopoïétiques, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes chez les patients traités avec ce médicament, alors qu'on s'attendait seulement à ce que ça puisse faire augmenter le chiffre des plaquettes. Alors, le protocole RACE, qui est un protocole actuellement en cours, il y a inclus à peu près 130 patients, il y a 200... Combien ? 145, félicitations. 145 patients sur 200 patients, je crois, attendus, est un protocole qui évalue l'intérêt de rajouter en première ligne, c'est-à-dire chez les patients qui démarrent leur traitement immunosuppresseur, ce médicament avec le sérum antilymphocytaire et la cyclosporine. Bien entendu, pour savoir si ce médicament va être efficace en première ligne, s'il va être bien toléré, s'il va avoir moins d'effets, s'il va avoir des effets indésirables ou pas, il faut le confronter avec une population de patients qui n'a pas ce traitement. Donc le protocole RACE est un protocole qui va randomiser, c'est-à-dire que c'est une espèce de loterie. Un patient avec une aplasie médulaire et avec les critères pour être traité, on propose au patient le protocole et il peut tomber dans le bras sérum antilymphocytaire, cyclosporine et Révolade, ou bien tomber dans le bras sérum antilymphocytaire, cyclosporine. Et là, on pourra par la suite évaluer chez ces patients si la rapidité de sortie d'aplasie, si la dépendance transfusionnelle, si, toute une série de valeurs qui nous dira s'il est utile de rajouter tout de suite le traitement par L-Thrombopag chez les patients qui ont une aplasie sévère ou très sévère. En ce qui concerne le traitement, l'immunosuppression, alors là, on parle surtout de la cyclosporine. Cyclosporine, justement, au long cours, il y a des patients qui sont depuis des années sous cyclosporine et qui en connaissent très bien les effets indésirables. On a surtout une hypertension artérielle qui peut être mise en évidence, une hypertrophie gingivale qui peut arriver assez vite, une augmentation de la pilosité. Il y a des patients qui développent une insuffisance rénale à cause de la cyclosporine et qui doivent après bénéficier d'un suivi néphrologique au long cours. La réponse au traitement immunosuppresseur n'est pas évaluable avant 3 mois au moins, entre 3 et 6 mois, probablement plus importante. Enfin, l'évaluation de l'efficacité est importante à 6 mois. Et la réponse est rarement complète, c'est-à-dire qu'on peut ne plus être transfusé, mais avoir toujours des cytopénies. Je vois que je dépasse mon temps. J'ai quelqu'un derrière qui...
Et puis après, il y a des patients, bien sûr, qui sont réfractaires au traitement immunosuppresseur et chez qui on peut penser à des traitements de deuxième ligne, une greffe non apparentée, par exemple, s'ils sont très jeunes, ou encore l'L-thrombopag seul. Voilà. Pour le coup, j'ai fini. La question, là, vous parlez donc des greffes pour les personnes de plus de 40 ans, de moins de 40 ans, avec un moelleux donneur de la famille, issu de la famille. Et qu'en est-il de patients plus âgés avec un donneur compatible familial? Alors, le 40 ans, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est comme pour la majorité. Hein, c'est pas 40 et au-dessus, il ne se passe plus rien. Bien entendu, 40, c'est une indication. Après, si on a un patient qui est en très bon état général, qui a, disons que les conditions pour procéder à une greffe de moelle osseuse sont les meilleures possibles, on peut tout à fait envisager une greffe chez un patient un peu plus âgé. C'est au cas par cas. Là, c'est un algorithme de traitement qui est suivi, je pense, par tous les médecins hématologues qui font du traitement immunosuppresseur et de la greffe de moelle dans l'aplasie médulaire. Mais après, en médecine, les choses ne sont pas toujours... on ne suit pas toujours à la lettre les recommandations. On peut tout à fait greffer un patient, je pense que Régis va être d'accord, de 44, 45 ans, qui a un donneur familial dans la fratrie, hein, frère ou sœur, qui soit parfaitement compatible avec lui. Ce sont des maladies rares, donc on est obligé d'être extrêmement stringent et clair dans nos discours. Après, bien entendu, tout à l'heure j'entendais l'âge de 30 ans pour les non-apparentés, il arrive qu'on propose aussi un traitement comme cela, des gens plus âgés, bien entendu. Mais c'est au cas par cas et c'est discuté. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut, sans se poser de questions, on a assez d'arguments pour dire que quelqu'un qui a moins de 40 ans et qui a un donneur généraux de la famille, il faut le greffer, que quelqu'un qui ne répond pas au traitement immunosuppresseur, qui a un donneur non apparenté compatible et qui a moins de 30 ans, il faut le greffer, et puis discuter les greffes alternatives expérimentales, on va le voir, chez les moins de 20 ans. Voilà, ça, c'est ce dont tout le monde est d'accord. Et puis après, évidemment, c'est de la médecine, c'est pas une science exacte, c'est pas des mathématiques. Donc il y a une discussion au cas par cas, dans des situations différentes. Voilà. Et c'est pour ça, et bien sûr, dans la salle, je suis sûr qu'il y a des patients qui ont plus de 30 ans, qui ont été greffés avec un donneur apparenté, qui disent mais alors on a fait n'importe quoi. Non, simplement, c'est vraiment en fonction du patient, en fonction de son état général, en fonction du donneur et de la compatibilité, et en fonction de la sévérité de la maladie. Moi, je prends un traitement néoral depuis 6 ans là, c'est pour du coup mon traitement de l'HPN suite à une aplasie médullaire. Et ouais, j'ai été greffé donc il y a 10 ans. Et est-ce que je dois m'attendre à prendre ce traitement-là tout au long de ma vie? Ou est-ce que... pourquoi est-ce qu'on me donne ce traitement du coup si c'est pour l'HPN? Alors, c'est pas un traitement qui est donné pour l'HPN. C'est un traitement qui est donné pour conserver la réponse de l'aplasie médulaire. Donc, si vous avez été greffé, je ne connais pas votre cas et on n'est pas là pour discuter au cas par cas, mais si vous avez été greffé pour une aplasie médulaire et que vous avez dû reprendre un traitement continuer le traitement par néoral et ne pas l'arrêter après, parce qu'on peut l'arrêter après la greffe plus ou moins tardivement, ça veut dire que la réponse n'était pas complète ou que votre chimérisme, on vous a dû vous parler du chimérisme, était en aggravation et que donc il a fallu continuer à vous donner ce traitement pour vous permettre de continuer à être indépendant sur le plan des transfusions, etc. J'imagine que ça peut être ça. Et effectivement, dans ce cas-là, ça peut être un traitement qui est pris au très long cours. Après, à discuter avec les nouveaux traitements actuellement sur... mais voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je pense que ça peut être pour ça que vous avez un traitement sur un très long terme. Oui. Quel traitement, quel suivi médical est-il recommandé sur le long terme pour une aplasie médulaire qui a été soignée? Et puis, quelles sont les proportions de guérison totale? Alors, une aplasie médulaire qui a été soignée, on a plusieurs catégories. Et là, malheureusement, je ne sais pas si j'ai le temps, on a les patients greffés, par exemple, les patients qui ont eu un traitement immunosuppresseur avec le fameux ADGAM, des patients qui sont traités parce qu'on a des patients qui ne peuvent pas avoir un traitement immunosuppresseur intensif
avec des traitements autres, par exemple les androgènes. Il y a des médicaments qu'on peut utiliser chez des patients un petit peu plus âgés qui ont des contre-indications au traitement immunosuppresseur. Et à chaque fois, le suivi va être différent. Le suivi d'un patient greffé, c'est un suivi très stringent en hôpital de jour, puis en consultation au moins une fois par mois jusqu'à 1 an, puis tous les 2 ou 3 mois, etc. Le patient qui a eu un traitement immunosuppresseur, ça peut être un petit peu la même chose. Le traitement par voie orale avec les androgènes, c'est un suivi surtout biologique et clinique, mais beaucoup plus, dont le suivi est un petit peu plus élargi. Donc c'est là aussi au cas par cas. Si le patient a fait des infections, si le patient a fait des complications, etc., on le suit de façon différente aussi. Donc là aussi, difficile de vous dire, il y a une règle pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Chaque patient est différent, chaque patient a ses traitements et ses complications. Dernière question, s'il vous plaît. Voilà, en tant que femme, je pense qu'il y a des moments dans la vie où ça doit s'imposer. Est-ce qu'il y a un arrêt qui est proposé de la cyclosporine pour les patients qui n'ont pas été greffés? Pour les patients qui n'ont pas été greffés, voilà. Arrêter la cyclosporine chez un patient qui a reçu un traitement immunosuppresseur de type ADGAM. Oui. On peut envisager un sevrage extrêmement lent, mais très 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 lent, sous surveillance, et effectivement, on peut, chez certains patients bien choisis, interrompre le traitement. Je pense que voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Régis et Flore de leur aide. Quand j'ai des problèmes avec des patients qui sont complexes, etc., je sais que je peux trouver une réponse. Mais là, en l'occurrence, oui, on peut l'arrêter. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel était le taux de survenance des problèmes rénaux sous cyclosporine et quelles sont les précautions à prendre pour l'éviter ou pour, du moins, les amoindrir. L'insuffisance rénale sous cyclosporine, c'est très fréquent. Le taux exact, je ne saurais pas vous dire, mais c'est très fréquent et ça dépend aussi beaucoup du dosage, le traitement en soi doit être adapté. On a on dose le médicament dans le sang et on doit avoir un dosage qui, entre certains paramètres, et qu'on peut adapter aussi aux patients. Donc, après, il y a des patients qui, quand ils prennent le cyclosporine au long cours, développent une insuffisance rénale chronique. Dans ce cas-là, il y a la nécessité d'un suivi néphrologique en parallèle. Et on peut parfois devoir interrompre certains immunosuppresseurs, changer d'immunosuppresseur. Un pourcentage exact, je ne saurais pas vous dire. Je pense que plus de la moitié des patients développent tôt ou tard une petite insuffisance rénale qui peut tout à fait rentrer dans l'ordre ou bien nécessiter un suivi. Il y a encore une dernière question, je crois, là-bas. Alors, j'ai une aplasie médulaire idiopathique sévère depuis l'année dernière. Et ils m'ont donné le traitement L-Thrombopag. Ça fait depuis le 1er mars que je le prends. Et je voudrais savoir le recul que vous avez sur les enfants. Enfin, sur le traitement pour les enfants. Sur L-Thrombopag. Oui. Mais alors après, là aussi, L-Thrombopag, vous avez... je suis désolée, il faut que je vous pose la question. Vous avez déjà été traité par traitement immunosuppresseur? D'accord. Donc ça, c'est L-Thrombopag après. D'accord. Effectivement, je pense que peut-être Régis aurait pu mieux répondre que moi, mais c'est un traitement qui est actuellement considéré tout à fait possible en 2e ligne. Le protocole qui est actuellement en cours, c'est un traitement de 1re ligne. C'est pour voir son efficacité au tout début de la prise en charge de la maladie. Mais effectivement, il y a de bonnes réponses sous traitement chez des patients qui ont été réfractaires à un premier traitement immunosuppresseur. Et la tolérance est bonne pour l'instant avec le recul qu'on a. Merci. Merci.